conséquent, je voudrais la remercier. Amélie est une spécialiste reconnue de ce domaine. Elle est inspecteur des finances d'ailleurs, et donc par conséquent, elle a toute la légitimité pour nous parler de la loi de finances et de ses enjeux de la loi de finances pour 2020. Je vais tout de suite lui laisser la parole. Amélie, allez-y. Alors, tirez pas trop fort sur vous. Parce que je crois qu'ils n'ont pas pensé qu'on pouvait tirer là-dessus, mais si on tire là-dessus, je vais juste vérifier que tout le monde m'entend bien, mais la salle étant pas si grande, oui. Je pense que cela convient. D'abord, bonsoir à toutes et à tous, meilleur peu, à Michel Bouvier et à toute la salle. Merci de cette invitation, ça fait effectivement des occasions d'échange, je ne suis pas forcément venue régulièrement. On est convenu que je vous parle peut-être d'enjeux d'actualité, mais je suis évidemment prête dans le jeu des questions à avoir des échanges sur d'autres types de questions plus long terme, on verra, mais enfin j'ai prévu de terminer sur un exposé justement d'ouverture sur un certain nombre de questions de gouvernance et de règles de finances publiques de toute façon. Et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me challenger entre guillemets, parce qu'on est de toute façon, en ce qui me concerne à titre personnel, et je peux vous le dire aussi de manière générale dans l'ambiance actuelle, moi je suis haut fonctionnaire, vous l'avez rappelé, directrice du budget, praticien, mais on a besoin aussi d'être voilà, régulièrement confronté à ceux qui réfléchissent, qui cherchent, qui écrivent. Parce que de toute façon, c'est bien aussi cet échange croisé entre scientifiques au sens large et les praticiens qu'on fait progresser notre connaissance et nos résultats en matière de finances publiques. Alors, il y a beaucoup de supports à la présentation, mais comme je le disais à Michel, je ne vais pas du tout vous commenter, mais comme ensuite je vous les laisserai comme ça, vous aurez tous les derniers chiffres. J'ai prévu en fait 4 parties dans cette présentation, une partie assez générale, même si comme ça, on sera peut-être mieux, sur la situation et des finances publiques de manière générale. Ensuite, je viendrai de manière plus détaillée sur la loi de finances pour 2020, donc, qui vient d'être publiée après la décision du Conseil constitutionnel qui a très largement validé la loi de finances pour 2020. Revenir sur ce qui est tenté sur la période la plus récente, sur les conditions de la gestion en tant que telle. J'avais prévu de faire un focus sur la réforme de la taxe d'habitation, compte tenu de l'horaire et des conditions de transport. Peut-être on pourrait peut-être ne pas le faire et voir s'il y a des questions derrière. Je voulais quand même dire quelques mots de ce qu'on fait depuis 2 ans sur la modernisation de la gestion budgétaire et comptable publique. Pas de manière très détaillée, mais peut-être expliquer des choses qui ne sont pas si connues que ça, parce qu'elles sont en train de se faire, mais ça me fera plaisir aussi de vous expliquer un petit peu les sous-jacents de cette démarche qui est très pragmatique justement, et pas la grande cathédrale, mais la construction au fur et à mesure. Et puis je me proposais de conclure sur les pistes de réflexion qui ont été ouvertes récemment par le rapport remis par la MILOF, la mission d'information sur l'organisme relative aux lois de finances, qui est une mission qui s'est réunie au sein de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et qui de toute façon nous invite à agir. Voilà. Sans plus tarder donc sur cette première partie, voilà, c'est de rappel aussi chiffré, je vais aller assez vite, pour un petit peu caractériser la situation française. Un haut niveau de dépenses publiques en France, qui s'exprime dans le graphique ici, en pourcentage de la richesse nationale. Et ce que j'ai coutume de dire, c'est 2 choses. D'une part, qu'en soi, je ne connais aucun théoricien qui ait défini le bon niveau, si je puis dire, de dépenses publiques, au-delà duquel on serait certain d'être en perte d'efficacité, en deçà duquel on serait en insuffisance de production de services publics. Pour résumer, on peut dire aussi que le niveau de dépenses publiques dans la richesse nationale, c'est le reflet de préférences collectives pour la socialisation de certaines dépenses des biens publics. Mais en soi, la France se caractérise par un haut niveau de dépenses publiques de la richesse nationale, mais ce n'est pas là-dessus que je veux insister, c'est bien sur le 2e point, c'est que ce qui caractérise la France, c'est la hausse régulière de la dépense publique dans la richesse nationale et le fait que quand la dépense publique augmente, vous voyez le pic de 2008-2009, en pourcentage de la richesse nationale, c'est le reflet de la crise, et ça se passe partout. Il n'y a pas qu'en France. La France est même plutôt caractérisée par un meilleur niveau d'amortissage des chocs, qui est, je dirais, symétrique du poids de la puissance publique dans son économie. Ce qui caractérise la France, en fait, c'est que depuis, vous avez la courbe très plein, c'est ce qui s'est vraiment passé, et puis en pointillé, il y a ce qui est projeté. En fait, il y a
pas eu de vrai recul de la dépense publique dans la richesse nationale post-crise. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu dans notre raccourci, un espèce d'effet cliquet, qui fait qu'on a une difficulté à voir refluer ce qu'est la dépense publique dans la richesse nationale. Et ça, c'est une spécificité française. Alors, je ne vais pas insister là, c'est pour que vous ayez aussi bien les chiffres quand on parle de la dépense publique. Donc là, je suis en comptabilité nationale, tous les chiffres, la comptabilité dans laquelle la France s'engage vis-à-vis de ses partenaires européens, tout ce qu'on commente de manière générique. Donc on commente bien la dépense publique, hein, donc je vous redonne les chiffres, hein, les derniers chiffres connus, on est autour de 56% de la richesse nationale, donc voilà, nettement au-dessus de la moitié. C'est d'abord et avant tout de la dépense de sécurité sociale. On s'est rendu compte au moment de la crise des Gilets jaunes que ces éléments-là étaient peu connus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, le ministère de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics ont essayé de diffuser des informations un peu de base, à quoi servent vos impôts, et où va 1000 € d'impôts. Ben voilà, donc, encore une fois, 460 pour les administrations de sécurité sociale, retraite, maladie, famille, etc. L'État est ce qu'on appelle dans le jargon de la comptabilité nationale les ODAC, c'est-à-dire les opérateurs de l'État. Voilà, c'est les satellites, si je puis dire, c'est à peu près un tiers de la dépense publique, et le reste, c'est la dépense locale. Le graphique du bas, je vais la commenter simplement pour dire que ce qui augmente, c'est d'abord la dépense de sécurité sociale. Là, c'est une décomposition un petit peu plus nette, toujours en comptabilité nationale, sur l'évolution de la dépense publique. Là, je suis quand même un petit peu dans la mise en perspective, hein, donc on compare la situation entre 2000 et 2017 par nature de dépense. Une manière, bien sûr, de regarder comment évolue la dépense publique. Donc vous avez en soi l'évolution de la dépense, je ne vous redonne pas les chiffres, hein, on parle de 51,6 à 55% du PIB en 2017, hors crédit d'impôt. Et quelles sont les grandes dynamiques à l'œuvre? Les grandes dynamiques à l'œuvre, c'est en tendance une stabilité, voire plutôt une légère baisse de la masse salariale publique, hein, au sens État, collectivité locale, fonction publique hospitalière, stabilité des dépenses de fonctionnement, je pense que d'ailleurs il y a un petit peu de transfert de masse salariale vers l'externalisation, mais enfin, à ce stade du raisonnement, on peut rester agrégé. Une légère baisse de l'investissement, en fait, quand on regarde l'investissement public, hein, de 8 à 6%, encore une fois, du total de la dépense publique. Donc là, on est sur une partition de 100. Ça ne veut pas dire que l'investissement public en tant que tel a baissé, c'est son poids relatif. Une baisse très significative, parce que c'est une division par deux du poids des charges d'intérêt, ce qui est, on va dire, assez contre-intuitif avec une dépense publique qui augmente. Et ça, je pourrais y revenir si c'est pas clair, c'est lié à l'évolution des taux d'intérêt, avec une inflation plus basse, des taux d'intérêt plus bas, toutes choses égales d'ailleurs, même avec un stock de dette qui augmente, la charge d'intérêt qui est payée diminue en pourcentage de la dépense totale, et ça a servi à payer la dynamique des prestations et des transferts, et largement des dépenses de vieillesse, et notamment des dépenses de retraite. Alors, je ne peux pas là aussi tout commenter, simplement pour dire que la France a une situation quand même globalement dégradée des finances publiques. C'est pas en soi le niveau des dépenses publiques, c'est le fait qu'elles ne soient pas vraiment financées. Et que du coup, les déficits récurrents se sont traduits par une augmentation, pas seulement du stock de dette, mais du poids de la dette dans la richesse nationale. Donc la France est quand même pas très loin des 100 points de dette, et là pour le coup, elle est carrément dans le haut de la fourchette. Je mets le cas de la Grèce quand même à part, mais voilà, au-dessus de nous, il n'y a plus que l'Italie, le Portugal, Chypre et la Belgique. Hein. L'Espagne était longtemps au-dessus, et puis maintenant a fait refluer sa dette. La dette, notamment portugaise, décroît aussi très rapidement. Voilà, donc c'est un constat important. Et j'insiste beaucoup, moi, sur la comparaison avec l'Allemagne. Pour en discuter, ce n'est pas une obsession politique, c'est un constat. C'est que la France, en général, y compris au sein du Conseil européen, cherche de manière constante à construire des positions avec l'Allemagne. Plein de sujets, mais y compris en matière de politique économique et monétaire. Or, en fait, pendant très longtemps, les deux pays ont eu une situation de finances publiques très comparable, et qui, en fait, a commencé à diverger. À vrai dire, elle a commencé à diverger avant la crise, mais ça se voit nettement, en fait, depuis la sortie de crise, puisque l'Allemagne s'est très largement désendettée, et vous le voyez bien dans le graphique, hein, est revenue avec un poids de sa dette dans sa richesse nationale
comparable à celui qui était atteint dans les années 2000, autour de 60%. Voilà, là où la France a connu une augmentation ininterrompue, puisqu'on est juste en phase de stabilisation. Voilà. Après, c'est des choses peut-être plus connues, donc simplement pour dire que la France a été en procédure de déficit public excessif au sens européen entre 2009 et 2017. Notre déficit est repassé sous le seuil des 3% en 2017. Et donc, on est passé du bras qu'on appelle correctif au bras préventif du pacte de stabilité. Je pourrais réexpliquer ça si vous souhaitez. Je ne sais pas à quel point vous êtes très familier de ces notions. C'est en vert clair, ça ne se voit pas très bien, mais là vous avez les dernières projections, excusez-moi. On a une croissance de l'économie qui est en gros au niveau de son potentiel, peut-être qu'on l'estime autour de 1,25, 1,3. Voilà, ce sont les chiffres de la Direction générale du Trésor qui ne sont pas très loin d'être partagés par la Commission européenne. Donc l'économie croît à peu près à son potentiel, et c'est la projection. Après, on peut discuter de l'aléa conjoncturel d'une année sur l'autre. Et ben voilà, pour l'économie croît à son potentiel, on a du mal à répondre au déficit. C'est bien un constat d'abord économique, mais qui se voit dans le détail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la période la plus récente? Il y a eu, je reviens une seconde là-dessus, des efforts continus de réduction des déficits depuis la crise économique. Encore une fois, creusement des déficits logiques en 2008-2009, résorption progressive de ces déficits, avec un effort qui est quand même continu depuis cette date. Mais, et là c'est un peu la praticienne qui vous parle aussi, depuis qu'on est repassé sous les 3%, quand même moins d'impulsion politique aussi, à considérer qu'il faut atteindre la cible objective et officielle, qui est l'équilibre. Et donc une trajectoire qui a par ailleurs été assez largement perturbée par les décisions en faveur du pouvoir d'achat qui ont été décidées l'année dernière. Je vous ai mis ça pour vous aider tous les chiffres. C'est des sommes assez considérables en fait, de l'ordre de 17 milliards d'euros en impact 2020, avec effectivement dans le même temps des économies toujours sur la charge de la dette par rapport à ce qu'on avait anticipé, mais quand même un vrai effet de stimulation nette, plus un environnement macroéconomique qui est effectivement proche du potentiel et pas meilleur, et qui fait que du coup on continue à avoir des objectifs de réduction de déficit, mais qui sont en fait assez lents, puisque le déficit 2019, encore une fois on aura le chiffre constaté, vous allez me dire, dans les premiers jours de 2020, j'ai une assez bonne idée de déficit budgétaire de l'État. On n'a pas encore le chiffre en comptabilité nationale, on l'aura par l'INSEE, parce que c'est un système, c'est la statistique indépendante qui nous donne le chiffre. On est autour de 3,1%, on est assez confiant dans l'atteinte de ce chiffre, mais cette année, on a un déficit qui est artificiellement élevé, compte tenu du fait qu'il a été décidé l'année dernière d'avoir une transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi, qui était un crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés, qui était donc supporté, qui était dans les comptes des entreprises en droit constaté une année, mais qui était supporté dans les comptes de l'État l'année d'après, puisque c'était l'année où c'était imputé sur l'impôt sur les sociétés, et puis qu'il a été décidé de pérenniser en allègement de charges sociales. Et du coup, sur l'année donnée, pour l'État, c'est bien un impact double, si je puis dire. Mais si on neutralise cet effet, en fait, le déficit 2019, comme je vous disais, autour de 3,1%, il est autour de 2,2 et voilà, en fait on est en réalité en stabilité en nominal et à peu près en structure. Je ne vais pas commenter ça, simplement si ça vous intéresse, les étudiants qui regardent ça, c'est le niveau des baisses de prélèvements obligatoires qui ont été décidées par l'actuel gouvernement. Non, si j'étais facétieuse, je dirais qu'il y a une remarquable stabilité, parce que si vous regardez une petite colonne, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an, qui sont bien sûr ce qu'on appelle dans notre jargon les impacts en mesure nouvelle. Par ailleurs, il y a la dynamique spontanée de l'impôt qui s'applique, et donc ça ne veut pas dire que nos recettes fiscales ont diminué de ces montants-là, puisqu'on a bien sûr d'abord une élasticité des recettes qui est liée à la croissance de l'économie. On voit bien, on a par exemple un barème progressif à l'impôt sur le revenu, et puis ensuite une réduction sur certaines mesures. Et là, les grosses mesures du PLF 2018 et puis suivantes sur la taxe d'habitation notamment, qui sont des montants qui se cumulent bien d'une année sur l'autre. Là, vous avez les montants, c'est, si je prends cette première ligne sur les impôts ménages, un impact la première année de 3 milliards, puis de 3,6 milliards qui s'additionnent, puis encore de 3,7 milliards. Vous le savez, le gouvernement s'est engagé à supprimer totalement la taxe d'habitation.
cette présentation ménage-entreprise, moi, dans le temps long, maintenant, elle s'est complètement imposée. C'était pas systématique quand j'ai commencé à travailler. Et en tout cas, la décision politique se formule comme ça, même si après, bien sûr, en théorie économique, on pourrait discuter, hein, qui, in fine, supporte les baisses ou les hausses, d'ailleurs. Je vais passer sur l'évolution des effectifs, que je voudrais quand même qui a été mise en œuvre, en fait, dès 2018, on pourrait même dire dès 2017, c'est notre peu plus tard, ça, avec un audit de la Cour des comptes qui a eu lieu en 2017, comme il a lieu maintenant de manière assez régulière, hein, tous les 5 ans, en France, à l'arrivée d'un nouveau gouvernement, qui a mis en évidence, je dirais, un certain nombre d'impasses dans la loi de finances et un risque élevé de ne pas atteindre ce qui était l'engagement de la France, c'est-à-dire le retour sous les 3% de déficit pour 2017, avec un plan d'économie qui a été décidé et mis en œuvre à l'été 2017, dans la douleur, je le dis franchement, parce qu'à la fois c'était très nécessaire. Je pense qu'avec le recul, on a oublié, mais en fait, on a dépensé en 2017, malgré ce plan, plus que ce qui était prévu, avec ensuite un effet de croissance économique très forte en 2017, de rentrée fiscale, notamment en fin d'année, qui ont voilà, effectivement fait que le déficit a été largement sous les 3% de déficit public, mais avec une dépense publique qui a quand même été supérieure. Donc ça, c'était un petit peu les mesures d'urgence, mais à compter de 2018, le souhait d'avoir une gestion plus, on a dit apaisée, en fait, peut-être un petit peu trop de calinothérapie en la matière, mais c'est général de montrer qu'on a une perspective pour arriver à améliorer la performance publique et la qualité de la gestion publique. Je vais revenir dans la suite sur comment on peut améliorer la responsabilisation des gestionnaires, avoir une vraie liberté, ce qui est souhaité par la LOLF. La base me semble être d'avoir des cadres de gestion plus clairs, plus visibles, annoncés à l'avance. Donc, je reviendrai un petit peu sur les objets à partir desquels on construit le budget. En tout cas, un des piliers a été d'augmenter très nettement ce qu'on appelle la sincérité de la loi de finances, c'est-à-dire d'avoir des crédits qui soient effectivement au niveau attendu de la dépense en cours d'année, de prévoir bien le financement complet des politiques publiques sur l'année, avec l'introduction notamment, le renfort d'une partie des crédits qui sont votés par le Parlement ne sont pas délégués aux gestionnaires, mais gardés en réserve pour faire face à des aléas. En soi, le système permet effectivement d'être clair sur ce qui est totalement utilisable et programmable et l'argent qui doit être mis de côté en prévision des aléas, mais je pense qu'il avait été assez largement dévoyé en arrivant à des taux de mise en réserve très élevés. Parce que quand on arrive à avoir 8% de son budget auquel on n'a pas le droit de toucher, on finit par plus tellement croire à son budget. Donc on est revenu à des taux plus raisonnables, qui sont de 3%, et surtout qui ne font pas l'objet, je dirais, d'aller-retour en cours de gestion. On arrête de faire du dégel de crédit en premier semestre, en tout cas, considérant qu'en premier semestre, il n'y a aucune pression de trésorerie, besoin de court terme, aucune annulation au-delà de ces crédits qui sont identifiés clairement en début d'année comme étant gelés, et un vrai recentrage des ajustements de crédit qui peuvent être faits en cours de gestion sur la fin de l'année. La loi organique relative aux lois de finances donne la possibilité au gouvernement de ne pas repasser par le Parlement pour ouvrir ou annuler des crédits, avec la procédure des décrets d'avance, mais effectivement, cette pratique, en théorie exceptionnelle, était devenue complètement récurrente, puisqu'on a cherché, on a eu du mal à retrouver, je crois que ça datait de 1984, une année sans décret d'avance, et on l'a fait en 2018, on l'a fait en 2019, et on verra, mais je ne vois pas, vu du mois de janvier, de raison qu'on en ait besoin en 2020, au vu de ce que je sais de la qualité de la budgétisation, si je puis dire. Et puis, on a aussi, du coup, essayé d'avoir un seul moment dans l'année où on fait les ajustements de crédit qui sont inévitables, hein, bien sûr, qui est en fin de gestion, mais du coup, on a aussi cherché à promulguer plus tôt, ce qui suppose du coup d'avoir une loi de finances rectificative qui soit vraiment concentrée sur les besoins de la fin de gestion, c'est-à-dire voilà, les seuls ajustements de crédit et pas ce qu'on avait pu observer par le passé parfois, c'est-à-dire un match retour des dispositions fiscales qui n'avaient pas trouvé leur place ailleurs, plus tôt dans l'année, avec du coup des débats très très peu visibles. J'ai un souvenir très précis de Christian Eckert lors des vœux qu'il a eu l'occasion de présenter pour la dernière fois quand il était secrétaire d'État au budget,
où il a eu des propos très virulents, ce qui n'était pas forcément son habitude, en disant que c'était maltraiter tout le monde, à vrai dire, le Parlement comme les administrations. Voilà, que d'avoir ces débats très morcelés. Et ce qui fait que du coup, c'est une discipline raide, si je puis dire, mais on s'astreint à ne proposer vraiment que des mesures d'ajustement de prévision de la finance rectificative, et le fait que le gouvernement s'y astreint va avec le fait qu'il demande aussi au Parlement de s'y astreindre. C'est passé difficilement la première année avec un recours au Conseil constitutionnel qui était quand même largement fondé sur des délais restreints d'examen de ce texte. Le fait qu'effectivement, il y a eu un rejet systématique des amendements. Le Conseil constitutionnel a validé, puisque la procédure avait été en elle-même respectée, et aussi qu'en tant que tel, les délais d'examen, y compris de débat en séance, devaient tenir compte de l'objet même du texte. Et du coup, cette année, la loi de finances rectificative de fin de gestion n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel. Et alors, ça a l'air de rien, peut-être, de dire qu'on a une loi de finances rectificative promulguée le 2 décembre. L'année dernière, c'était le 10 décembre. Et dans ma vie budgétaire, toutes celles qui ont précédé étaient publiées le 30 ou 31. Et donc, décembre. Et du coup, je peux vous dire que ça nous change quand même assez largement la vie. On ne fait pas ça pour nous. On fait ça, encore une fois, pour la qualité de la gestion et du débat aussi. Mais enfin, je pense quand même que c'est plutôt plus sain de le faire comme ça. Là aussi, je ne vais pas commenter en détail, mais simplement expliciter en fait comment est-ce qu'on construit la dynamique du budget de l'État. Je ne vais pas commenter de manière détaillée. Depuis, on a remonté à l'occasion de notre centenaire. Hein, depuis plus de 25 ans, en fait, on construit le budget de l'État en France en se donnant un objectif d'évolution des dépenses d'une année sur l'autre, et l'objectif aussi de respecter en gestion la cible qu'on s'est donnée. L'idée générale étant qu'il ne faut pas se mettre à dépenser plus sous prétexte qu'il y a plus de recettes, ni arrêter les dépenses quand il y a un retournement et que les recettes reculent. Et donc après, il y a des variations de périmètre à échéance régulière, si je puis dire, sur le champ où on regarde ces dépenses, mais globalement sur le champ de la norme de dépenses qu'on dit pilotable, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 280 milliards d'euros en PLF 20, 278,8 milliards, vous l'avez vu là. Hein, vous vous rappelez des chiffres de tout à l'heure, hein, on est évidemment sur un champ plus restreint. On a une dépense qui progresse de l'ordre de 5 milliards en 20, 10 milliards en 21, mais par rapport à 2019, hein, donc c'est bien une marge qui est toujours de 5, mais de 4 milliards d'euros à peu près. Voilà la programmation qui a été adoptée l'été dernier. Là, je vous donne tous les chiffres sur le solde budgétaire de l'État, avec cette évolution qui est quand même assez contre-intuitive. Vous l'avez vu au début, on a donc un déficit public qui se réduit, même si j'ai insisté sur le fait que cette réduction était un peu en panne. Mais pendant ce temps-là, le déficit budgétaire de l'État augmente. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu cet effet que j'ai décrit tout à l'heure du crédit d'impôt compétitivité emploi. Il y a aussi le fait, de manière générale, sans que je commande tous les chiffres, que c'est l'État qui supporte la totalité des baisses d'impôts, plus exactement devrais-je dire la quasi-totalité des baisses d'impôts, puisque depuis 2019, le gouvernement a décidé quand même d'expliciter que cette situation était paradoxale et ne correspondait pas en fait à une réalité d'effort, et a introduit une règle qui est très controversée, vous aurez peut-être des questions à ce propos, consistant à dire que l'État ne pouvait pas à chaque fois compenser toutes les baisses de prélèvements obligatoires qui concernent la sécurité sociale. Donc ça a beaucoup suscité de polémiques, notamment sur les baisses de cotisation, enfin les suppressions de cotisation sur les heures supplémentaires. Mais du coup, ça renvoie bien à une question de fond, qui est de savoir jusqu'à quel point il y a un budget qui peut ou pas supporter plus les déficits que les autres. Et du coup, si vous me laissez aller par là, à quel point il y a besoin d'avoir deux budgets, PLF et PLFSS. Mais enfin, je laisse ça peut-être pour la suite. Je me suis dit que ça vous serait utile d'avoir un récapitulatif des principales mesures. Hein. Vous savez, un PLF, c'est énorme. Un nombre d'articles, j'ai un doute sur combien on en a au final cette année. Je ne vais pas refaire, enfin, c'est plus de 180, je pense. Voilà, c'est vraiment juste les grandes mesures du PLF en matière fiscale, la baisse d'impôt sur le revenu pour 5 milliards d'euros, la mise sous condition de ressources du crédit d'impôt pour la transition énergétique et son remplacement par une prime, la suppression de la taxe d'habitation, un certain nombre de mesures d'économie qui avaient été présentées comme telles.
Je dirais que la caractéristique de ce gouvernement est une continuité des mesures qui se reproduisent d'une année sur l'autre et qui, du coup, là aussi, si on fait un peu de théorie économique, ont au moins l'avantage de prévisibilité par les secteurs. L'augmentation maîtrisée de certaines prestations sociales avait été déjà réalisée en PLF 2019 et donc est poursuivie. La suppression, pour certaines autres sont dynamiques, sauf comme la H et la productivité. La reprise par l'État de la dette, de la SNCF. Je suis étonnée de la vitesse à laquelle on oublie ce genre de choses. L'État a repris 25 milliards d'euros de dette cette année et a prévu d'en reprendre 10 milliards de plus en 2022 pour fixer les budgets. C'est une charge supplémentaire pour le budget de l'État, rien que sur la partie charge d'intérêt, qui est de l'ordre de 400 millions d'euros pour 2020. Voilà, je ne vais pas tout redonner. C'était intéressant. Quelque chose qui nous intéresse aussi sur la structure du budget. Par amendement parlementaire, il a été décidé de supprimer 2 comptes d'affectation spéciale à compter de 2021 qui seront remis au budget général. Je reviendrai dans le cadre des propositions de la MILOF. Le budget continue de financer les priorités du gouvernement, d'abord et avant tout au sens du poids relatif sur les fonctions régaliennes, et notamment la mission défense, avec l'objectif d'arriver à un budget défense de 2% de la richesse nationale. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. La loi de finances porte également la dynamique de la prime d'activité, donc, qui est versée aux travailleurs pauvres, pour dire les choses, avec une montée en puissance très significative. C'est une prime qui était inférieure à 3 milliards d'euros sur le budget de l'État il y a encore 3-4 ans et qui va atteindre 10 milliards l'année prochaine, parce que là on est à 9,9, je pense qu'on n'est plus très loin, avec donc des mesures très fortes. C'était des mesures emblématiques des Gilets jaunes, d'arriver à avoir un bonus de l'ordre de 100 euros au niveau du SMIC, également la mise en œuvre des mesures de la campagne présidentielle sur des minima sociaux. Une grande continuité aussi sur les économies qui sont portées dans le budget, qui portent sur la politique du logement, la revalorisation maîtrisée des prestations sociales hors minima sociaux, je l'ai indiqué, la poursuite de la réforme de l'audiovisuel public. C'est des montants moindres, on est de l'ordre de 200 millions d'euros sur le quinquennat, mais enfin c'est sur une assiette plus réduite et on en entend parler si on écoute la radio, si on regarde la télé ces temps-ci. Et puis une transformation plus large. Je saisis toujours l'occasion de quand même rappeler à quel point le ministère des Finances se transforme avec des réductions d'effectifs très marquées, notamment dans l'administration des impôts, mais qui ne sont pas juste des réductions d'effectifs, qui sont des recompositions complètes. Le ministre porte d'ailleurs ce qu'il appelle la géographie de proximité, l'idée qu'il faut non seulement avoir, je dirais, des fonctionnaires là où c'est utile, et plutôt sur le terrain, des fonctions régaliennes. Or, pour recouvrer l'impôt, on a des gains de productivité manifestes du système d'information, mais aussi que ça se traduise par une réallocation sur le territoire qui est très significative, y compris pour se dire qu'au final, pour faire du contrôle fiscal, même sur des contribuables des Hauts-de-Seine, après tout, il n'y a pas forcément besoin de le faire depuis les Hauts-de-Seine, à condition d'avoir les outils pour. Je voulais faire un petit focus sur le fonds pour la transformation de l'action publique, pas uniquement parce que j'en suis responsable de programme, mais quand même aussi, qui est un fonds qui a été créé en LFI 2018 et qui, du coup, voit ses financements augmenter en 2020, qui est un fonds chargé de financer les projets de transformation sur le champ de l'État et de ses opérateurs, avec une logique d'appel à projet 2 fois par an, et d'admettre que de temps en temps, pour porter des transformations, eh bien, il faut accepter qu'il faut dépenser un petit peu pour avoir des économies durables ensuite. Voilà, je me souviens très bien, il y a 10 ans j'étais contre, et j'ai progressé dans la manière d'appréhender, la manière dont on transforme l'action. Voilà, ça c'est pour vos archives, vous ayez bien le périmètre clair de comment est-ce qu'on fonctionne, sur quoi l'État cherche à construire sa discipline budgétaire. Simplement pour dire notamment que les financements qui vont à l'Union européenne et aux collectivités locales auparavant étaient intégrés à notre objectif de dépenses et en ont été sortis, pour des motifs d'ailleurs assez différents. Le prélèvement européen, parce qu'il est extrêmement difficile à prévoir, et que du coup, les années où, divine surprise, il augmentait moins que prévu, ça nous donnait de la marge de manœuvre pour dépenser.
Et les années où on avait l'effet inverse, en fait, on n'arrivait pas à absorber le choc. C'était le cas, par exemple, en 2013, donc il fallait mieux le neutraliser. On le paye, je vous rassure. Et simplement, la contribution de la France au budget européen, on ne la prend pas en compte dans notre construction, la dynamique de notre construction de dépenses. Et puis les concours aux collectivités locales, parce que ça avait quand même largement pourri, je prends un terme un petit peu vulgaire à dessein, les relations financières entre l'État et les collectivités locales, que de considérer qu'en fait les concours financiers que l'État leur apportait étaient, je dirais, soumis à la même discipline que les crédits voilà, pour l'ensemble des politiques publiques directement financées par l'État, et qu'en quelque sorte, l'État, je dirais, pouvait s'acheter de bons résultats budgétaires sur le dos, entre guillemets, des collectivités locales. Ça pouvait être largement discuté. Dans le même temps, les collectivités locales ont eu un grand dynamisme de leurs recettes fiscales, mais je pense qu'en termes de maturité du débat sur ces relations financières, ça a vraiment voilà, joué dans le mauvais sens. Et du coup, le gouvernement a fait le choix d'avoir une relation différente avec les collectivités en cherchant une logique contractuelle dans laquelle les collectivités locales qui le souhaitent s'engagent sur une dynamique de dépenses de fonctionnement. Et puis dans l'autre sens, on a fait le choix d'élargir ce périmètre de dépenses sur lequel on construit notre discipline budgétaire à justement des dépenses qui sont un peu en dehors du budget, mais qui au final comptent sur la dépense publique, y compris dans le sens d'inciter à la rebudgétisation. Bien. Voilà, là vous aurez du coup tous les chiffres de la réalité de la dynamique de la dépense. Moi je voudrais insister sur le fait que, un peu mezzo voce quand même, on a rééquilibré les choses. Moi j'ai pendant des années construit des budgets de l'État qui étaient en augmentation à zéro. C'était zéro volume, c'est-à-dire que le budget augmente comme l'inflation, c'était même zéro valeur certaines années. On a fait même du moins 1 valeur. On le faisait plus ou moins bien, c'était aussi parfois avec des contournements, etc. Mais c'était une vraie discipline de maîtrise stricte de la dépense de l'État. Voilà. Là, vous avez les chiffres. Si on regarde les chiffres sur la croissance de la norme de dépenses en volume, c'est-à-dire neutralisation faite de l'inflation, il y a eu un effet très fort de maîtrise en 2018, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et là, on est sur des chiffres qui sont entre 1 et 1,5% en volume. Donc des chiffres en fait supérieurs à 2% en valeur. Ce qui fait que, en tout cas, la directrice budget que je suis peut vous dire qu'on n'est pas en période d'austérité, loin de là. Et qu'on a, du coup, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment, un problème de politique budgétaire, puisque dans le même temps, on baisse les impôts. Voilà. Donc cette politique n'est pas complètement durable. Et puis vous avez en bas à gauche l'évolution sur le champ large de la dépense de l'État, ce qu'on appelle l'ODET, mais peu importe, c'est-à-dire, et vous avez le détail à droite, ce champ dit étroit de la norme de dépenses pilotable, là, ce sur quoi on construit notre discipline, mais auquel on ajoute ce sur quoi on a tellement peu de prise d'une année sur l'autre, qu'on constate les chiffres, mais on ne s'engage pas sur leur respect en exécution, c'est-à-dire à la fois les charges de pension, la charge de la dette, le prélèvement européen, le Jean de Paris, etc. Et c'est là qu'on retrouve les grands chiffres plus significatifs, les 447, disons 450 milliards d'euros, qui rebouclent, si je puis dire, avec les dépenses qu'on a vues tout au début, la part de l'État dans la dépense publique. Regardez aussi comment est-ce qu'on peut revenir à l'essence de ce qu'est le contrôle budgétaire a priori, dont je peux témoigner qu'il a été envisagé de le supprimer en fait au moment de la mise en œuvre de la LOLF. Le choix avait été fait de le garder, y compris parce qu'on n'a pas un système financier qui a déconcentré la fonction financière et y compris sa compétence RH en tant que telle. Donc, du coup, ce vers quoi on va, c'est d'être plus clair sur l'objectif du contrôle, d'assurer la soutenabilité de la dépense, la prévisibilité, et aussi de dire qu'on ne peut plus avoir le même système de contrôle, je dirais, quelle que soit la dépense, quel que soit le questionnaire, quelle que soit la solidité de la fonction financière, et on va très progressivement vers des expérimentations qui nous conduisent en fait à définir un espèce de cahier des charges, et quand le ministère s'engage sur sa capacité à programmer ses dépenses, à nous rendre des comptes réguliers, alors qu'on arrête complètement les contrôles. A priori, c'est une expérimentation qu'on fait avec 4 ministères. Et puis, on a également un chantier de modernisation tout simplement de la chaîne de la dépense. Alors ça, c'est vraiment de la boutique, si je puis dire, mais ça n'empêche que c'est aussi la vraie vie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une séparation des fonctions. La France a construit de longue date un système de séparation des fonctions d'ordonnateur et du comptable, et l'observation des systèmes, soit publics, autres acteurs publics à l'étranger,
ou même le secteur privé, montrent bien que la fonction financière nécessite une séparation de fonctions entre qui décide et qui paye, in fine, mais on peut la faire de manière très différente de celle que vous allez organiser aujourd'hui, avec beaucoup moins de formalisme et plus de contrôle interne, de faire court. Ça, c'est une vision détaillée de la même chose que je vais vous épargner. Ça, c'est simplement pour vous expliquer aussi comment est-ce qu'on a tenté de faire cet allègement des contrôles a priori de manière progressive. En septembre 2018, on a porté une révision du décret GBCP, notre grand décret fondateur de l'application de la LOLF. Moi, j'ai considéré qu'il y avait des choses qu'il fallait arrêter tout de suite. Le contrôle de régularité qui était effectué sur les actes personnels n'avait aucun sens à être effectué par le ministère du Justice. Donc ça, on a arrêté du jour au lendemain. On a eu quelques appels un peu désespérés de DRH qui nous ont expliqué que c'était quand même sur le pied. Mais voilà, dans une logique, et encore une fois, comme je l'ai expliqué à tous les contrôleurs que je suis allée voir à cette occasion, qui pour certains d'entre eux me disaient mais on trouvait des problèmes. Donc vous n'allez quand même pas nous dire qu'on va continuer à laisser les gestionnaires en fait aller vers des pratiques qui peuvent paraître irrégulières, c'est d'ailleurs ce que nous a dit la Cour des comptes qui était contre cette suppression. J'ai dit ben, oui mais en fait on n'en sortira jamais. C'est-à-dire si on continue à dire qu'on a des gestionnaires qu'on veut responsabiliser mais que quand on constate qu'ils n'y arrivent pas, on continue à les contrôler, ils n'ont aucune incitation en fait à développer des systèmes professionnels. Donc ça, on a dit on arrête tout de suite, et puis après pour le reste, on y va progressivement. Donc on a fait des arrêtés de suspension de tout un tas de contrôles a priori, avec des choses qu'on a fait pour tout le monde, et d'autres, encore une fois, on va plus loin avec certains qui sont plus matures dans la manière de faire. C'est l'expérimentation à laquelle je faisais allusion avec 4 ministères, que nous lançons là en 2020, avec le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie et de la Finance, enfin les deux ministères du coup, avec l'idée de matérialiser une nouvelle relation de confiance et de se dire qu'en fait il faut que Bercy fasse le premier pas, sinon on ne croit pas. Et donc, dans une forme d'expérimentation qui est assez nouvelle, puisque la matière financière, objectivement, jusqu'ici, s'y prêtait peu. Même si le droit à l'expérimentation, même les capacités de recours à l'expérimentation, y compris en matière juridique, existent dans notre droit depuis déjà plusieurs années. À ma connaissance, je crois que ça n'existait pas en matière de droit financier, parce qu'on vit quand même dans un système, une approche très systématique, dont je pense qu'il est non seulement possible, mais souhaitable de sortir, notamment pour ces questions de gestion. Voilà, je ne vais pas remonter en détail maintenant. La déconcentration, j'en ai parlé tout à l'heure, et je voudrais conclure justement sur ce que nous avons sur la planche, sur la planche pour le premier semestre, c'est-à-dire voir quelles sont les perspectives d'éventuelles évolutions du texte de la loi organique relative aux finances du 1er août 2001, en commentant, je dirais, les pistes de réflexion qui sont ouvertes par ce rapport, commencer à vous dire un petit peu ce que j'en pense, tout en que ça ne juge pas ce que fera le gouvernement, in fine, bien sûr, même si je vais tuer le match et le suspense tout de suite, on se sent une grande communauté d'inspiration avec beaucoup des propositions de la Commission des finances. Tout de suite, il faudra voir si on arrive collectivement à convaincre. Donc, le rapport de la MINOLF, dont le rapporteur était Laurent Saint-Martin, qui est désormais rapporteur général du budget, qui sera donc à compter du PLF 2021, contient 45 propositions. Je ne vais bien sûr pas toutes vous les détailler. Simplement, peut-être vous mentionner que ça fait aussi écho à l'analyse qu'on a faite nous et qu'on a fait enrichir, je ne sais pas si vous la connaissez, on a fait réaliser par l'OCDE ce qu'ils appellent une budget review, donc une espèce d'examen. Vous l'aviez vu, ils étaient allés vous voir. C'est important, ils vont voir les sachants. Un examen de notre système de finances publiques, ce que l'OCDE réalise de manière régulière, y compris pour faire des comparaisons. D'abord, si j'osais, je dirais qu'ils ont en plus l'avantage de temps en temps de pointer tout ce qui va bien, et on a beaucoup de force dans notre système. Je ne vais pas y revenir, c'est pas l'objet, mais enfin, c'est intéressant. Ils pointaient 3 défis, si je puis dire, auxquels il faut qu'on s'adresse. En matière de contrôle, je viens de vous montrer comment on essaie de des problèmes, puisque la France se caractérise quand même par une superposition des contrôles en matière financière, avec des contrôles avant, pendant, après, interne, externe, illisible, et du coup favorisant pas un système de responsabilité. Voilà. L'OCDE confirme d'ailleurs qu'à ce stade, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des systèmes, qu'il y a un pays qui ait trouvé la bonne gamme, mais en tout cas, qu'il y a une nécessité, si on veut aller vers de la responsabilisation des gestionnaires,
de développer du contrôle a posteriori, donc c'est ce qu'on essaie de faire, d'arrêter le contrôle a posteriori, vous l'avez compris, mais ça ne peut se faire que de manière progressive. Deuxième chose, et ça c'est assez intéressant, l'OCDE dans ce rapport a quand même considéré que la France se caractérisait par une fragmentation très élevée de ses finances publiques. Le fait qu'on ait donc un budget pour l'État et un budget pour la sécurité sociale, qu'on ait des centaines d'opérateurs qui ont chacun un conseil d'administration, un budget différent, pour certains des taxes affectées, pour certains des taxes affectées qui le recouvrent eux-mêmes, voilà, qui nous singularise très fort et qui pose pas mal de problèmes du budget, vous en doutez. Mais enfin voilà, c'est là-dessus. Exactement, tout à fait. En 2013, je crois. Par là. C'est un chantier voilà, qu'il faut attaquer, et y compris pour en faire la pédagogie et expliquer que je me permets de reprendre l'expression de Gérald Darmanin, c'est sympathique de dire qu'on a une taxe affectée pour financer le cinéma, une autre pour financer le circuit de l'eau, etc. Et à la fin, qu'est-ce qui va payer pour les écoles et les prisons? Donc l'universalité budgétaire a quand même un sens profond, très puissant. Et la France, comme l'a parfois un peu perdu de vue, et c'était intéressant d'avoir cette comparaison internationale qui le soulignait. Puis le troisième défaut auquel l'OCDE considère qu'il faut qu'on s'attaque, c'est que la France fait beaucoup de programmation pluriannuelle depuis une dizaine d'années, et c'est quand même partie des grands progrès, je pense, de la période la plus récente, mais le fait de manière insuffisamment prudente. Et que par rapport à nos voisins, par exemple les Nordiques ou les Pays-Bas qui ont l'habitude plus ancienne de cette programmation, on ne prévoit pas assez de réserves pour aléas dans la programmation pluriannuelle. On prévoit trop qu'un certain nombre de paris seront tenus sans définir à l'avance comment on doit faire. Et du coup, on a un taux de transformation, je dirais, de notre programmation qui est assez peu. Alors, ça c'est les défis que je vais pointer. Les réponses que propose la MILOLF, elles sont exactement que sur le même plan, et c'est bien normal. Elles visent d'abord aussi la qualité de la programmation, du travail du Parlement. Ce que je trouve très intéressant dans le temps long, là aussi, c'est effectivement une prise de conscience qu'on a besoin d'annualité budgétaire, et qu'on a aussi beaucoup besoin de pluriannualité budgétaire, sinon on est un petit peu dans l'annualité que je qualifierais de théorique. Donc c'est très nouveau. La MILOLF propose qu'on ait une systématisation de la programmation triennale glissante des dépenses de l'État par programme. C'est-à-dire qu'au moment du projet de loi de finances, le gouvernement non seulement demande au Parlement l'autorisation fine de dépenser pour l'année qui suit, mais aussi indique ce qu'il entend faire l'année d'après et encore l'année suivante. Aujourd'hui, on fait des programmations à 3 ans, à peu près tous les 2 ans, et de manière assez agrégée. Des programmations semi-glissantes et quand même assez agrégées. Et donc le Parlement dit, en fait, ceci n'est pas responsable, on préférerait avoir une programmation plus analytique, des objectifs de dépenses publiques plus incarnés et détaillés, revenir sur, je ne détaille pas, mais tout ce qui est la traduction en fait explicite, notamment dans les articles liminaires des lois financières, de la trajectoire de programmation. Je pense qu'en fait, dans le temps, on a trop confondu la programmation et l'impératif. C'est pas parce qu'on fait une programmation qu'ensuite on pourra en sortir, mais ne pas avoir de programmation, en fait, c'est vraiment une impréparation. C'est un progrès, je pense, d'avoir ce type de discussion avec le Parlement. La MILOLF plaide largement pour le renforcement du principe d'unité et d'universalité, la rationalisation des temps forts budgétaires. Alors, sur les temps forts budgétaires, et c'est une proposition qui est portée par le rapporteur, mais aussi beaucoup par le président de la Commission, Thierry Burke, la nécessité d'avoir un débat sur la dette publique. Parce que vous avez l'amabilité de m'écouter de manière très concentrée, y compris quand au début de ce propos, j'ai fait une allusion à nos grands agrégats de comptabilité nationale, aux soldes structurels, la dynamique respective des soldes. Ces questions sont assez techniques. Elles sont techniques plus que politiques. Moi, je dis souvent l'objectif d'équilibre des soldes publics, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un objectif pour assurer la soutenabilité dans le temps de nos services publics. Et rien de plus, si je puis dire. Mais ce qui parle peut-être plus à nos concitoyens, c'est la question de la dette. On l'a vu à l'occasion de plusieurs campagnes présidentielles d'ailleurs. Et donc, il faut peut-être, en tant que tel, remettre sur le métier et plus en débat public cette question et les conditions de son financement.
La MINOLF propose aussi qu'on rassemble l'ensemble des dispositions fiscales ayant un impact sur les recettes de l'État en première partie. Ça, franchement, on a un vrai débat entre nous, je ne sais pas comment on le tranchera. Aujourd'hui, la loi de finances est quand même d'abord et avant tout construite comme un budget. Première partie, l'équilibre de l'année. Donc, toutes les dispositions qui ont un impact sur les recettes de l'année, une autorisation de dépenses totale, un article d'équilibre qui récapitule recettes, total des dépenses, conditions d'équilibre, c'est-à-dire le déficit. Et ensuite, en deuxième partie, on passe au détail des dépenses et aux dispositions qui n'ont pas d'impact sur l'année. C'est effectivement une conception de la loi de finances qui est d'abord et avant tout fondée sur l'annualité du budget. Alors, après, je vois bien l'intérêt de la proposition de la MINOLF, qui est d'avoir un débat fiscal unique, en se disant qu'au final, il faut bien qu'on ait un débat général et qui ne soit pas saucissonné selon l'année d'effectivité de la mesure proposée. Mais il faut voir que ça va très très loin dans, en fait, quand même la déstructuration de ce qu'est un budget annuel. Donc, on verra comment on traite cette proposition. Et donc, en termes de calendrier. Les dispositions fiscales se trouvent dans d'autres lois également. Par ailleurs, bien sûr, la fiscalité est dans le domaine partagé des lois de finances. Depuis 2007, tous les gouvernements successifs se sont engagés, on va dire, à essayer de mettre toute la fiscalité en loi de finances. En gros, ils s'y astreignent, mais c'est une pure discipline. Et bien sûr que, au sens de la Constitution, il y a une capacité à mettre la fiscalité dans les lois ordinaires par ailleurs. En vertu du principe d'universalité budgétaire, la MINOLF propose de restreindre drastiquement les conditions de recours aux taxes affectées à des tiers. Ça, je crois que je n'ai pas laissé beaucoup de place au ministère. Nous soutenons très largement cette proposition. Il serait aussi utile de clarifier la définition des prélèvements sur recettes, dont on sait d'ailleurs, pour le coup, j'en ai beaucoup parlé avec les auteurs de la LOLF, beaucoup interrogé sur en 2001 de savoir s'il fallait les garder ou pas. En tout cas, au minimum, d'être beaucoup plus explicite sur la définition de ces prélèvements et revoir plus globalement toutes les questions d'affectation, y compris au sein du budget, divers comptes d'affectation spéciale qui sont en fait des modalités d'affectation parfois très légèrement dévoyées. Et dans la mémoire de l'idée, avoir une revue des fonds sans personnalité juridique qui peuvent se voir affecter des recettes. Le renforcement de la logique de performance, en gros, en distinguant les objectifs politiques des objectifs administratifs et pour clarifier les responsabilités associées. Ça reprend d'ailleurs largement les propositions qu'a fait la Cour des comptes dans le rapport, j'ai dit tellement Hervé Guilleux que je vais avoir il faut que je dessine le rapport sur les résultats de la gestion budgétaire de l'État, et sur le budget de l'État et de la dépense, le rapport sur l'exécution, celui qui est sorti au printemps de l'année dernière, contenait un chapitre spécifique sur le dispositif de performance avec des propositions du même type. Et un certain nombre de dispositions sur l'information et le contrôle du Parlement, notamment voir comment on peut renforcer le printemps de l'évaluation dans la loi, avec une question, c'est-à-dire à quel point c'est juridique on a un besoin, je dirais, juridique de renforcer les pouvoirs d'évaluation du Parlement. En réalité, les pouvoirs d'investigation sur pièce et sur place sont déjà très élevés. En fait, ça pose deux types de questions. C'est de savoir avec quelles ressources le Parlement travaille pour faire de l'évaluation, à quel point il peut faire appel à des travaux extérieurs, des travaux d'économistes, des travaux de la Cour, et puis aussi dans quelle temporalité en fait s'inscrivent ces évaluations. C'est bien, je dirais, le corollaire d'une conviction qu'il faut qu'on ait une programmation budgétaire pluriannuelle qui s'appuie du coup sur des évaluations et aussi une conception générale du rôle du Parlement assez différente, en schématique, beaucoup plus proche d'un Parlement à l'anglaise, qui passe effectivement sur les grilles les ministres, mais aussi les responsables administratifs sur la qualité de leur gestion, et qui se désintéresse en fait assez largement du budget au moment de son adoption, à l'inverse de ce qu'on connaît en France. Ça fait 2 ans qu'on pratique ce contrôle d'évaluation. Peut-être en dire un mot, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sait. Très bien. Alors, je vous laisserai bien sûr le caractériser. Le printemps de l'évaluation a été mis en place par l'Assemblée nationale depuis 2017. Plus exactement, ils ont eu l'idée en 2017 et ils l'ont fait
au printemps 18 et au printemps 19, en essayant voilà, d'avoir une démarche plus systématique d'examen de l'exécution, pas seulement des crédits d'ailleurs, mais bien de l'atteinte des objectifs de politique publique, de l'exécution de la dépense, à la fois sur la partie je dirais, de qualité de la gestion en tant que telle, mais aussi parfois d'évaluation de politique publique, hein, très directement. Je pense que du point de vue même du citoyen, il y a un intérêt à ce que les parlementaires... Spécialiste de la gestion. Ah là là, donc merci de me dénoncer, comme ça je peux faire attention. Parce que non, mais je pense que c'est une vraie question de savoir sur quel organe a la légitimité pour contrôler, et pour contrôler selon quel registre. Parce que, il y a ce qu'on sait parfaitement faire en France, hein, la conformité juridique, c'est excusez-moi de dire qu'on en crève. Le droit est très important. C'est pas du tout ce que je dis. Enfin, la proportion qu'on lui donne par rapport à la qualité de la gestion ne permet pas. Il y a la qualité de la gestion au sens large, il faut s'entendre, et une fois qu'on ne peut le faire à condition d'avoir effectivement défini les objectifs de l'action ex-ante, sinon c'est pas ce qu'on mesure, mais bon. Et puis après, c'est en ce sens que je trouve le rapport de la MIVAC encourageant. Le fait qu'il faut distinguer des objectifs politiques, d'objectifs, je ne sais pas si vous qualifier d'administratifs, de qualité de gestion, et sur des objectifs politiques, il est important de regarder effectivement par un biais politique, et donc c'est plutôt quand même le rôle du Parlement. Voilà, quant à la baisse de l'impôt sur le revenu, je vais vous faire un joker, ce n'est pas l'administration qui s'en voilà, Tout à fait, c'est un choix. Bon, après, il y avait, juste parlant là-dessus, ce qu'on peut dire de manière objective, c'est quand on regarde, vous imaginez, il y a énormément d'études sociologiques, économiques sur le profil des gilets jaunes. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une mesure qui visait quand même effectivement des personnes qui ne sont pas le dernier décile, le premier, si vous regardez la distribution des revenus, mais plutôt des gens qui effectivement considèrent qu'en fait, ils sont juste au-dessus de tous les seuils pour bénéficier de tout un tas de mesures favorables, qui sont toutes celles que j'ai égrenées tout à l'heure, par exemple sur les prestations sociales. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est un geste qui a été fait voilà, pour répondre à la catégorie de la population qui s'était plainte. Après, ça reste une question, j'entends tout à fait la légitimité de la question. Une autre question? Oui, Daniel. Moi j'ai trois questions. Daniel Lamarche, ancienne membre de la Cour des comptes européenne. Sur les critères de Maastricht, qui commencent de plus en plus à être questionnés, voire contestés, est-ce que vous pensez, vous l'avez dit, que on n'est peut-être pas sûr que le chiffre est bon, mais de toute façon, il faut mettre dans la soutenabilité, c'est bon de mesurer la dépense? Ou bien, est-ce qu'il est et serait utile, possible, nécessaire de les interroger, en particulier les 3%, pour savoir ce qu'il y a dedans, si d'autres dépenses, l'armée, l'environnement, devraient être prises en compte, ou carrément, comme on l'entend ici et là, considérer que ce chiffre ne reflète pas grand-chose à part un besoin. Deuxième question, puisque Michel m'a provoqué sur l'évaluation, est-ce qu'il y a concrètement, dans les derniers rapports du printemps de l'évaluation, des choses qui vous ont été utiles? Alors, si la temporalité est trop courte, peut-être pas maintenant, mais l'année prochaine ou les années suivantes, ou des évaluations que vous souhaiteriez? Est-ce que ce bouclage par évaluation, est-ce que concrètement, ça a changé des choses pour vous dans l'élaboration du budget? Et ma troisième question sur l'universalité, moi je partage complètement votre vision, cependant, on voit quand même de plus en plus, à la fois dans la demande des citoyens ou dans les propositions des ministres, l'idée que certains fonds doivent aller quelque part. Le prélèvement sur l'environnement, il doit aller à l'environnement, les privatisations ADP, etc. doivent aller à l'entreprise, et même si je souscris complètement au propos de M. Darmanin, mais autant les politiques que les citoyens demandent qu'il y ait effectivement que les choses, que l'argent qu'on leur prend aille à un objectif précis. Ce qui est, je partage votre vision, absurde, parce qu'il n'y a pas de prélèvement pour la police ou les professeurs. Alors, merci, c'est aussi une excellente question que les premières. Sur les critères de Maastricht, plusieurs choses. D'abord, je vais commencer par ce qui est le plus facile. Est-ce qu'il y a des dépenses à sortir? Alors ça, excusez-moi, mais l'Italie veut qu'on les sorte. Nous, on va vouloir sortir d'abord les dépenses de défense.
défense. Après, on va se dire que comme là, on est en mode de transition écologique, on va tous vouloir sortir les budgets de transition écologique, et puis après, on va sortir l'investissement. Mais quand même, le plus important, évidemment, c'est pas dans ces lieux que je vais dire autre chose, c'est l'investissement dans l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, etc. À la fin, il ne restera pas grand-chose. Pour ça, je suis désolée de le dire un peu de manière abrupte. La coordination européenne est quelque chose de compliqué. Pour se mettre d'accord sur les règles, il faut des critères simples. Et alors, dès qu'on commence à dire qu'on va sortir quelque chose, enfin, d'abord, ça fait 15 ans qu'on en parle, hein. Enfin, plus, donc je n'y crois. Après, je me trompe peut-être, hein, voilà. Il y a un élan pour la transition écologique différent de ce qu'on a pu voir par ailleurs. Et à la fin des fins, même si on va par là, pour qu'il y ait un accord au plan européen, il faut qu'il y ait un juge de paix indiscutable. La comptabilité nationale, il y a plein de choses qu'on peut discuter, critiquer, tout ce qu'on veut. Ce qui existe entre Européens, c'est un système qui est d'ailleurs, en fait, c'est même au niveau connu, hein, que le système de départ a été pensé il y a de la guerre, peu importe. Donc il y a des règles qui sont des conventions, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui sont partagées, qui ont été décrites et qui sont interprétées par un réseau de comptables nationaux indépendants. Et donc à la fin, il faut que vous ayez des règles, si on voulait décider de sortir un truc, qui soient traduisibles en termes comptables et interprétables de la même manière par tous les instituts d'administration statistique indépendants de tous les États membres. Et quand je vois le temps qu'ils mettent à se mettre d'accord sur le traitement de choses a priori assez simples, franchement, je ne pense pas qu'on arrive à un consensus de ce type. Après, est-ce qu'il faut garder les 3% ou pas? Moi, je vais pas dire mieux que le président de la République. En soi, 3%, je pense que tout le monde connaît le truc. C'était au niveau anticipé un peu avant la signature de Maastricht, une règle de point de table, voilà. Il y a même des anciens de la direction du budget qui estiment avoir été les auteurs de cela, je ne peux pas refaire toute la l'époque. On pouvait effectivement, empiriquement, à partir des données du début des années 2000, penser que quand on était à peu près à 60% de dette publique, compte tenu, je ne peux pas vous faire tout ça, en soi, personne, surtout à moi, peut vous dire que c'est le bon chiffre. C'est sûr. Cela dit, est-ce que ce chiffre est vraiment appliqué de manière inéluctable? Je vous dis que la France était restée dans la procédure entre 2009 et 2017. Donc, en fait, le débat, il se noue pas uniquement sur est-ce que les règles sont les bonnes, est-ce qu'elles sont pertinentes, il faut regarder comment elles sont appliquées aussi. Et du coup, il y a une question, c'est qu'on a aujourd'hui des règles en apparence assez mécaniques, qui ont été d'ailleurs durcies depuis Maastricht, avec le traité Sarkozy-Merkel, traduction, bref, qui sont inutilement complexes, ça c'est sûr, parce que donc, quand même, vraiment, il faut reprendre de l'élan, et moi j'avoue tout à fait qu'il y a certaines des sous-règles que je révise régulièrement, parce que sinon on ne sait plus revoir comment elles ont été calculées, ce qui est un problème quand même, une responsabilité, je pense. Enfin, je ne mets pas au-dessus de la condition, enfin quand même, a priori, voilà. Mais en fait, il faut aussi regarder, donc ça fait partie d'un ensemble qui fait qu'ensuite on peut caractériser la situation de tel ou tel. À la fin des fins, d'abord deux choses. D'abord, c'est qu'on ne va que là-dessus, je voudrais quand même tous vous rassurer que sur ce type de critères, que les politiques et même les administratifs du coup prennent des décisions. Donc ensuite, il y a des règles qui ont été décidées, qui font l'objet d'un consensus au niveau européen. Le fond de l'affaire est d'avoir un minimum de coordination des politiques économiques pour qu'on ait une monnaie commune. Est-ce qu'on pourrait avoir des règles meilleures? Oui, certainement. Est-ce qu'on est capable à assez court terme d'avoir un consensus sur des règles meilleures? Certainement pas. Est-ce qu'il faut du coup consacrer en priorité une action politique européenne à ces questions-là? Je trouve que la question se pose. Et je terminerai par une boutade, c'est que la France est la dernière à pouvoir proposer une évolution des règles compte tenu de cette situation politique. Voilà. Donc on a plein d'idées, mais on va attendre d'être un tout petit peu plus sorti de l'eau que pour pouvoir les faire voir. Parce que ma conviction est quand même qu'on a un problème de soutenabilité de nos finances publiques. Et le sujet, c'est pas d'état 3, à 2 ou quoi. C'est la question de la soutenabilité de notre modèle et de combien de temps on peut continuer à considérer qu'à chaque crise, on crampe un peu plus haut la dépense et qu'ensuite les mêmes causes produisent les mêmes effets et que les gouvernements, quels qu'ils soient, finissent par faire des baisses d'impôts, hein, parce que sinon ça se passe mal. Voilà. Donc je suis désolée de ne pas complètement répondre à la question. On pourrait avoir pas mal d'idées, mais je suis pour le coup par ailleurs persuadée qu'il y a plein d'autres choses à faire en Europe. Évaluation. Non, je réfléchissais à la manière dont j'allais aborder la question. On est au début. Moi, ce que je trouve très frappant, c'est d'abord le renouvellement du personnel politique, notamment à l'Assemblée nationale.
je ne suis pas juste en train de parler de LREM, de ALR aussi, France Action Citoyenne. Il y a beaucoup de nouveaux parlementaires qui sont arrivés avec une nouvelle approche quand même des sujets. Et ça, c'est en soi, je ne fais pas de jeunisme, de dégagisme, mais c'est des gens qui ont des réflexes différents, qui ont la manière d'aborder leur métier, et ça, c'est très simple. Donc oui, on a commencé à s'en servir. C'est très... enfin, voilà, ça peut être partiel, mais on a eu par exemple des rapports d'évaluation sur les outils efficaces ou pas, d'ailleurs, de la politique d'insertion d'asile et d'immigration, ce qui est quand même un sujet hyper sensible, mais avec des études qui ont été faites par des économistes, enfin, je veux dire, des choses justement qui introduisent de la rationalité dans le débat et la réalité ou l'adaptation de tel ou tel outil. Je prends un exemple au hasard parce que j'ai vu récemment Jean-Noël Barrot, si vous connaissez, qui s'en est notamment occupé. Donc ça reste isolé, ça ne correspond pas à un mapping complet des politiques publiques, considérant effectivement qu'on a quelque chose qui est proportionné, un dialogue avec le Parlement sur les mesures sur lesquelles il faut plus mettre l'accent. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même quelques ingrédients, et je le dirais d'autant plus que dans les grandes tendances actuelles de la science économique, hein, on était encore récemment dans un colloque de ce type sur l'évaluation de la dépense publique. Il y a une appétence des économistes aujourd'hui pour faire de l'évaluation de politique publique. Donc du coup, il y a une chance qu'on rencontre son public. Ça prend nécessairement beaucoup de temps. Parce que pour faire une évaluation correcte, il faut le faire sur plusieurs années, il faut avoir quand même une capacité à isoler des facteurs. Enfin, c'est assez compliqué. Je pense que ça, pour donner un exemple aussi concret de sujet sur lequel je crois que ça pourrait avoir des débouchés d'assez court terme, c'est sur ce qu'on appelle le green budgeting, donc le fait de présenter le budget selon l'impact sur l'environnement, au sens très large. Donc, le gouvernement a demandé un rapport à l'Inspection générale des finances et au CGDD, donc bref, l'inspection de la transition écologique et solidaire, pour faire à la fois la définition de la méthode et un premier passage en revue du budget sous 7 ans, en disant, voilà, déjà le premier niveau, c'est on ne peut pas juste dire qu'une dépense ou une dépense fiscale ou un impôt est favorable ou défavorable à l'environnement, à la transition écologique, il faut décomposer un petit peu. Je ne vais pas tout vous faire là, mais par exemple le rapport est en ligne, hein, donc je vais regarder ça si vous intéresse, de dire qu'il faut regarder ce qui est décomposé. Il y a l'effet sur le climat en tant que tel, l'effet sur la gestion des déchets, l'effet sur l'artificialisation des sols, et vous pouvez avoir certaines dépenses qui peuvent être favorables ou neutres sur l'un de ces objectifs, et puis défavorables sur l'autre. Mais pour faire le lien, je pense que le ministre s'est engagé à ce qu'on présente le PLF 2021 de manière complète sous cet angle. Ça va nous occasionner pas mal de boulot, mais enfin, comme il a dit, on va le faire. On a déjà commencé, je vous rassure. Et là, je pense qu'on va avoir une dynamique, c'est-à-dire que le sujet, il vient ensuite, pas le faire uniquement, gargariser du fait que la France sera la première à le faire, mais quand même, la France, a priori, sera la première à le faire, c'est que ça soit un prompteur à décision derrière. Et que du coup, on puisse effectivement avoir une évaluation sérieuse qui ensuite amène les décisions dans le budget suivant, qui sont nécessairement complexes, parce qu'on ne sort pas comme ça du jour au lendemain de dispositifs de soutien à une économie carbonée. Je pense que voilà, c'est pas nouveau qu'on s'interroge en fait sur ces dispositifs-là, mais je pense que c'est une vraie clé de lecture un peu différente sur l'évaluation. Universalité budgétaire et affectation, bon, par ailleurs, d'abord je dirais que c'est pas nouveau. Hein. Peut-être que quelques-uns se souviennent de la vignette auto qui avait été créée pour financer le minimum vieillesse, selon moi. Bon, voilà, donc ça fait un moment qu'on essaye de trouver des biens. Moi, j'essaye de convaincre, mais je ne sais pas que j'y arrive, en disant qu'il y a deux types de logique. Il y a ce qu'on peut expliquer dans les grandes dynamiques qui ont une vraie réalité, c'est pas que de la communication, mais de dire qu'effectivement, par exemple, la taxe carbone, si elle avait été décidée, elle accompagnait des dépenses qui vont être utiles à la transition écologique. Je sais pas, des taxes qui sont mises en place, par exemple, sur tout ce qui est la pollution de l'eau, etc., qui financent les agences de l'eau, qui, elles, ont des actions d'épuration et autres, à quel point on a besoin de faire la tuyauterie. C'est-à-dire, on pourrait aussi tout simplement regarder les masses et pouvoir rassurer sur le fait qu'on a eu 100 de recettes à ce titre payées par les pollueurs, et qu'en face, on a eu à peu près 100 de dépenses en faveur
l'amélioration de la qualité de l'eau, ou d'ailleurs plus exactement, on regarde la dynamique respective des deux ensembles. Et pour ça, on n'est pas obligé, je dirais, d'avoir 10 circuits de recouvrement différents. Enfin, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas complètement surmonté l'argument, parce que je pense qu'effectivement, c'est un perpétuel recommencement. Et si j'osais, je dirais que même le débat sur les retraites actuelles le montre. Parce qu'à quel point on va, enfin en tout cas, au plan économique, il est assez clair qu'il n'y a pas tellement de différence entre les impôts et les cotisations sociales. Au plan juridique, il y en a une, c'est clair. La notion de droit, de cotisation qui donne des droits à prestation a une vraie portée, donc je ne la nie pas du tout. Mais on voit bien comment, en fait, on a du mal à admettre qu'on passe d'un système à un autre sans que ça suscite tout de suite des réactions extrêmement vives, parce que l'impôt, ça touche très nettement à notre conception en fait, de la société. Donc, voilà, je m'arrête là, parce que je vais obliger de lire la philosophie, parce que je sors de mon rôle. Monsieur. Bonsoir, merci pour votre exposé. Alexis Moreno, étudiant à Paris 1. Trois petites questions qui sont assez liées. La première serait éventuellement sur le chiffre de l'effort structurel, alors que j'ai pas trouvé pour 2019, mais qui, bon, dans les prévisions, nous avons été vers 0,3, mais bon, c'était un chiffre assez important que j'avais un peu de mal à trouver, pour être honnête. La deuxième question est un peu liée à la première, c'est savoir si le gouvernement, de manière plus structurelle, avait... c'est vrai qu'on regarde les mesures d'économie qui ont été prises jusque-là, on remarque beaucoup de rabots, contrairement un petit peu à ce qui avait été annoncé. Bon, je vois froncer le sourcil, donc j'imagine qu'il y aura... Quoi vous pensez comme mesure de rabot, par exemple? Par exemple, la désindexation des pensions, toutes les mesures liées aux APL, même à l'assurance chômage, même si on peut voir un volet structurel, c'est quand même, à mon sens, quand même des mesures un peu... qui peuvent être assimilées à un rabot. Après, effectivement, il y a un débat sur d'autres mesures. Par exemple, même la réforme des retraites n'est pas une réforme budgétaire, selon le gouvernement. Donc, on remarque même que des grandes réformes ne sont pas assimilées à des vraies réformes structurelles. Donc, c'était plus pour voir peut-être la position de la direction du budget sur peut-être des grandes réformes structurelles qui pourraient permettre d'améliorer la soutenabilité des finances publiques. Et la troisième question, qui est plus sur le volet évaluation et gestion budgétaire, ce serait sur une proposition de Didier Migaud qui avait proposé en audition, il me semble, à l'Assemblée nationale, la fusion, mais là encore c'est une vieille proposition, mais de fusion du PLF et du PLFSS. Et c'était pour savoir si éventuellement, malgré toutes les complexités techniques que ça pourrait engendrer, la direction du budget serait éventuellement favorable à une telle réforme. Alors je commence par celle-là parce que ça c'est très facile, je suis très pour et on l'a déjà travaillé et étudié. Je vous dis, parce que vous me posez la question, mais c'est pas l'heure du jour, ça a été écarté par l'action du gouvernement, donc voilà. Je le dis tout autant, ça se fait pas comme ça. Je pense que ça a été mal compris. C'est-à-dire que c'est pas une tentative de fusion-absorption de qui que ce soit. C'est encore une fois une réalité de fonctionnement en fait des budgets. Toute notre stratégie de finances publiques, elle est conçue indépendamment des deux textes. Et ensuite, le 15 septembre, on repartage les choses. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'on a un pilotage unifié et qu'ensuite, on resépare. Donc voilà, moi, j'ai aucun état d'âme explicité. Donc, en plus, j'ai des équipes qui passent quand même du temps, et beaucoup de temps, à calculer combien on se doit mutuellement. C'est même un petit problème en bonne allocation des forces. Et enfin, du coup, on passe quand même beaucoup de temps à déplorer le fait que l'État a rappelé je sais pas quoi à la sécurité sociale. Tout ça, c'est le même argent quand même, à la fin. En tout cas, c'est ma conviction. Vous l'entendez assez forte, donc je m'arrête là puisque ça ne se fera pas. Je suis persuadée que ça se fera un jour, on verra bien quand. Et je pense qu'il faut du coup être attentif à ce qu'on peut faire pour rapprocher certains modes de fonctionnement, de gestion en fait, des finances de l'État et des finances sociales, sans s'arc-bouter sur en soi les textes, les modalités de présentation, parce que ça, il y a des décisions qui ont été prises, ça ne se fera pas à court terme, donc on ne va pas y passer du temps. Non. Sur l'effort structurel 2019, en PLF 2020, il avait été présenté de manière détaillée. 0,3 était, je pense, un chiffre du programme de stabilité. Il me semble que le dernier chiffre public, je suis désolée, je me tourne vers l'expert, est à 0,1 pour 2019. Confirme. Voilà. Donc après, c'est une estimation. L'effort structurel qui se calcule en écart à la croissance potentielle, de toute façon, est régulièrement réestimé. Les sujets de collectivité compliqués qu'on a vus, c'est notamment ceux qui étaient faits par des pactes de solidarité entre communes et EPCI.
mais où à la fin, qu'est-ce que je veux dire, l'État n'est pas responsable de ce qui se passe sur un territoire entre collectivités. Et puis, effectivement, il y a des collectivités, intellectuellement, je comprends parfaitement le cas décrit, hein, qui ont pu avoir à augmenter les taux parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Mais je dirais juste que les règles du jeu étaient connues. Donc, à la fin des fins, il y a une dynamique des bases. Je rappelle aussi à tous, hein, on oublie un tout petit peu quand même cet effet, qui fait qu'il n'y a pas de collectivités locales qui ont en soi, par cette mesure, qui verraient leurs recettes diminuer. Donc, c'est une perte de dynamique potentielle par rapport à des hausses de taux qui ont été décidées, donc ça encore une fois je l'entends, mais qui par ailleurs sont également compensées. Donc après on pourrait redébattre de la situation respective et des marges de manœuvre respectives de l'État et des collectivités locales, mais pour fréquenter les deux, je pense quand même qu'il y a une contrainte plus nette qui s'exerce en moyenne sur les finances de l'État. Alors après, on a plus de 36 000 collectivités en France, et si Joseph dirait que c'est peut-être un bout du problème. Mais enfin, je ne vois vraiment pas de problème, ni juridique, ça c'est derrière nous, mais même de situation en tant que telle individuelle, même si on les suit, et même si de toute façon, bien sûr, il y aura une attention qui va être portée à ce qui se passe dans la suite. Et sur les contrats de Cahors, moi j'irais, il y a un premier jugement positif, effectivement, qui est dans la manière dont on conçoit les relations financières entre acteurs publics. Donc ça, je n'ai pas d'état d'âme, c'est que c'est plus vertueux de considérer qu'on est dans une relation contractuelle que dans une relation où l'État, entre guillemets, court après la dynamique des recettes locales en se refaisant sur la DGF. Voilà, ça n'avait quand même aucun intérêt. Le deuxième intérêt des contrats de Cahors, c'est qu'en fait, on a quand même effectivement réussi à nouer un débat avec les collectivités locales qui ne soit plus que sur le solde, mais bien sur la dépense. Ce qui est pour nous quand même un point très positif, puisque la manière dont historiquement le débat se nouait était bien de dire, nous, on est très vertueux, on équilibre on met en excellence notre section de fonctionnement, et à partir de là, à circuler, il n'y a rien à voir. 3, est-ce qu'il faut durcir les critères? Oui, vous seriez déçus que je vous réponde autre chose. D'abord, effectivement, on a eu de bons résultats en 2018. On n'a pas encore les résultats définitifs 2019. Donc on va attendre de les avoir pour regarder et vérifier comment, dans la durée, on a une vraie discipline qui s'est faite sur la dépense de fonctionnement. Je pense qu'on n'aura pas que des succès, et l'une des questions, ça va être aussi notre capacité, dans ces cas-là, à appliquer les contrats jusqu'au bout, c'est-à-dire à faire des reprises pour les collectivités qui avaient signé un contrat avec l'État et qui donc acceptaient cette règle du jeu. Et le troisième point, c'est sur la dette. Je vous remercie d'avoir pointé ce sujet, parce qu'effectivement, les critères sont, on va dire, moins bien respectés. Et comme je le soulignais à la fin, en écho aux propositions de la MILOLF, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on arrive, mais de manière concertée avec les collectivités locales. Là encore, ce n'est pas l'État qui va tout d'un coup dire c'est ça le critère, parce que ça on a testé, ça ne marche pas. Il faut discuter pour avoir des critères de soutenabilité de dette, à mon avis, un petit peu aussi, qui nous donnent une capacité de réaction meilleure. Guy. Alors, c'est un élu local, intercommunal de la Lorraine. Expert comptable. Je partirai d'un exemple. On a construit dans notre intercommunalité un équipement avec une prévision d'être subventionné, notamment une partie à 30 ou 35% par l'État, au ministère de la Jeunesse, dans le budget mécanisme. L'équipement a été inauguré en 2017. Et moi, je trouve, dans mon budget 2019 et même pour 2020, subvention de l'État pour cet équipement. Est-ce qu'il pourrait... Alors, je ne sais pas du tout comment l'État prend en considération ses engagements, puisque, je dirais, c'est un engagement, le contrat il a été signé dès 2016, au moment de la construction, au moment de l'inauguration. Donc, si je comprends bien, excusez-moi, je vous interromps juste pour bien comprendre, dire que les subventions de l'État arrivent après l'inauguration. 2 ans, 3 ans après l'inauguration. Donc, dans le cas de la certification des comptes, ce n'est pas le cas, enfin, je dirais, si jamais on était certifié, je dirais, on devrait inscrire cette créance dans les comptes de la collectivité. Puisque, je dirais, ça a été contractuel, et l'État, est-ce qu'il l'inscrit dans ses comptes en dette fournisseur ou en dette subvention à verser? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Alors, la DGFiP, ils font des calculs,
très savant. On a fusionné 2 postes comptables, l'un avec 5 personnes, l'autre 7 personnes. 5 plus 7, ça ne fait pas 12, ça fait 10. Parce qu'il y a voilà, un peu d'effectifs. Et au lieu d'avoir 2 chefs de poste, je n'en ai plus qu'un. Puis on vous dit déconcentration, il va y avoir, on va répondre davantage aux questions des contribuables et autres. Résultat, oui, effectivement, il y a une permanence. La permanence consiste à prendre note de la question, et puis on vous répondra, parce que la personne, je dirais, n'a plus tout à fait, je dirais, la même compétence, parce que finalement, voilà. Donc, c'est une véritable, je dirais, déconcentration. Vous avez supprimé des effectifs en région, dans les départements et autres, et puis vous voulez qu'on réponde davantage aux citoyens. Là, je ne comprends pas très bien. Et on ne comprend pas très bien en province. Alors, merci de cette question. Si le ministre était là, il applaudirait, donc je vais essayer de répondre constructivement. Pourquoi je vous dis ça? Je ne fais pas de la démagogie, je vous dis simplement que c'est les défis qui nous posent. Donc ensuite, il faut qu'on voit comment on répond. Notamment sur le fait que les réductions d'effectifs, on cherche beaucoup à les faire en administration centrale, mais qu'à un moment, les masses étant ce qu'elles sont à la DGFiP, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire que là. Je ne connais pas le cas particulier dont vous parlez, donc je ne vais pas faire semblant d'inventer des réponses. Je sais juste que j'ai inspecté il y a longtemps des postes comptables, quand j'étais à l'inspection des finances, un poste comptable à 5 personnes, franchement, moi je ne pense pas que c'est un cadeau pour le chef de bourse. Et même pour les agents, enfin, je ne personnalise pas. C'est, enfin, je ne sais pas s'il y a même besoin de rentrer dans le truc, hein, c'est en permanence de la question de gestion de congés, acrobatique, dossier, voilà. Donc au-delà du côté réduction des effectifs, de toute façon, c'est pas satisfaisant en tant que tel, je pense, même pour un collectif humain, dans des matières aussi techniques. Enfin, ça, c'est pas exactement une question. L'idée, c'est aussi d'arriver à être plus adapté à la demande. Donc ensuite, est-ce que, j'ai essayé un peu de pointer, ça ne va pas se résoudre toujours au lendemain, je ne sais pas quelle est la taille de la collectivité ou de l'intercommunalité dont vous êtes élu, mais il faut quand même un peu voir la masse en fait de comptes qu'on produit aussi. Moi, je suis quand même très très frappée de ça. Et nos voisins européens qu'on voit régulièrement, eux, ils sont carrément interloqués en fait. Hein. Donc je ne réponds pas complètement parce que ça a un sens politique et nos concitoyens sont très attachés à cette décomposition. Voilà, on a eu beau simplifier quand même tout un tas d'obligations pour les petites communes. Comment? On produit autant de comptes, hein. Il y en a 28 communes, plus les annexes, plus les syndicats. C'est bien le sens de Marc, c'est qu'en fait ça fait et si une on partie du supprimait problème. peut-être certains comptes, ce serait pas mal. Hein. Ben oui. Là, vous ferez d'un. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a un effet de mise en cohérence effective. Mais donc, je ne sais pas, je ne fais aucune annonce, il n'y a rien dans Cotel là-dessus, mais en fait, on est un peu victime de nos contradictions aussi. Quoi. Voilà. Donc, on ne peut pas à la fois vouloir garder la commune avec tous ses boutons de guêtre dans tout son détail, mettre une intercommunalité et dire « Non, mais c'est pas grave, on va vous alléger les obligations comptables et pour tout le reste, vous faites tout ce que vous voulez. » quoi. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est inéluctable comme mouvement, en fait. Hein, et après, la DGFiP répond quand même avec une assez grande qualité de service, je trouve. Donc voilà, il faut aussi qu'on réponde à ces questions-là. Vous savez que je sors un peu de mon champ de compétences sous le contrôle de M. Charles, je crois, pour éviter de dire trop de bêtises, mais la DGFiP signe des contrats avec certaines collectivités au niveau départemental en ce moment pour justement vérifier comment l'adaptation de la cartographie se fait de manière concertée et qu'en tout cas, il y ait une forme de discussion sur voilà, comment est-ce qu'on aménage ces postes. Sur la question précise de comptabilité, alors, a priori, c'est retranscrit dans les comptes de l'État à condition qu'il y ait un engagement juridique de l'État. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend de la forme de la contractualisation qui a été faite. Voilà. Et de comment on le retrace. Je n'ai pas refait le panorama des comptabilités tout à l'heure. Vous êtes majoritairement familier de tout ça. Voilà. Tout ce que j'ai exprimé était plutôt soit en comptabilité nationale, soit en comptabilité budgétaire. On fait heureusement beaucoup de comptabilité générale. Je dirais que même c'est la saison là. Puisque pour vérifier la qualité de la gestion 2019, une des premières choses qu'on va regarder, c'est l'évolution des charges à payer.
Et puis ensuite, on regardera aussi voilà, tout le bilan et évidemment les dettes, etc. Bref, une subvention de l'État signée, en tant que telle, c'est pas forcément une dette fournisseur, ça dépend quand est-ce qu'elle était exigible. En général, je ne connais pas du tout votre cas, hein, mais quand il y a un engagement de cofinancement d'un équipement, il y a aussi un échéancier. Donc il y a aussi une question de savoir à quel moment la dette était exigible. Bon, vous êtes expert comptable, donc je crois que je vais m'arrêter là avant de rencontrer les limites de la science, mais en fait, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a bien traduction juridique à un certain niveau d'engagement. Je ne pense pas qu'on est dans le hors-bilan là. Après, il faudrait que je connaisse le détail de la convention pour savoir comment c'est transcrit. Et en tout cas, enfin voilà, sur le si c'était un équipement qui était éligible au contrat de plan, si c'est financé sur la dotation d'équipement oral ou par EARAS d'ailleurs, si c'est ça, donc voilà, qui se décide plutôt sur des bases annuelles, donc il faut rentrer dans le détail. Mais en tout cas, la préoccupation que vous exprimez de comment est-ce que l'État tient compte en fait des engagements pluriannuels qu'il prend, parce que j'imagine que c'est quand même bien ça le sens de la question. On l'a en comptabilité générale, on l'a aussi en comptabilité budgétaire à travers les autorisations d'engagement pour lesquelles je pense qu'on devrait être voilà, plus exigeant vis-à-vis de la direction des collectivités locales sur la manière dont ces questions sont suivies. Une dernière question. Bonjour, en fait, moi je suis avocat. Moi j'ai une très faible connaissance depuis mes études de tout ce qui est public, les comptabilités publiques. Moi, j'ai deux remarques et une question. La première remarque, c'est la discussion que vous avez sur les collectivités locales, faire plus avec moins, c'est assez amusant parce que le privé, ça fait 25 ans qu'on l'a et on l'a tous les jours, chaque année, et on ne dit pas parce que le budget, les rentrées diminuent, il faut faire moins, on nous demande de faire plus. C'est là où le progrès technique et technologique que vous êtes en train de découvrir dans l'organisation budgétaire est essentiel, il n'y a pas le choix. C'est la seule variable d'ajustement qu'on a. Ça, c'est la première. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est une question assez opérationnelle. Je me dis que la prévisibilité, c'est essentiel. C'est essentiel pour les acteurs privés parce que dès que vous n'êtes plus en prévisibilité, c'est ces acteurs privés qui vont remplir la différence. Il n'y a pas de choix. En fin d'année, s'il n'y a plus d'argent, il faut le demander. Donc l'intérêt des acteurs privés, c'est d'avoir une prévisibilité assez bonne du budget. Ce qui est la même préoccupation qu'on a en compte conso. Hein. Il n'y a pas de différence. La question que je me pose, c'est sur les contentieux de masse. Et comment on peut, et est-ce qu'on a, et est-ce qu'on va, qu'on peut améliorer ce risque qui est certes, alors c'est différent des intérêts, très bien se faire, et je ne remets pas en cause, mais il y a quand même un vrai mouvement qui n'est pas français, hein, qui est mondial, et notamment européen, sur les contentieux de masse qui ont des effets multiplicateurs. On l'a vu avec la taxe 3%, mais là, ça a quand même été, il faut quand même être honnête, ça a été quand même le ministre qui dit qu'il avait découvert, c'était dans toute la rue technique, c'est sympa. Comment on fait pour améliorer cet aspect? C'est un aspect quasi opérationnel, c'est un aspect provisionnement en fait, hein, du risque. Et comment on fait pour améliorer ça? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Alors du coup, c'est deux questions assez différentes. Hein. La première, c'est l'état des cours, le contrôle de productivité et la contrainte de cours. Bon, je me permets de dire qu'on ne la découvre pas totalement, y compris par exemple à la DGFiP, hein, qui suit des emplois en continu, je pense, depuis le moins Strauss-Kahn 98. Je vais remonter avant. Mais enfin bon, voilà. Mais c'est pas pour ça que la question ne se pose pas. On n'a pas la même contrainte monétaire, hein, ça c'est sûr. Et les chiffres que j'ai montrés de déficit continu qui n'est 9 personnes montrent qu'en fait on a un problème de corne de rappel. C'est quelque part la même question que les 3%. Les 3% en soi, je ne veux pas vous en défendre une absolue rationalité qui n'existe pas. En revanche, ce que je constate, c'est que quand on supprime et qu'on ne remplace par rien, on a un vrai problème. Mais pardon, la trivialité du propos, avec l'horaire, je me permets peut-être. Donc voilà, donc bien sûr, je suis persuadée qu'on a plein de manières d'être créatif et de faire un peu différemment les choses. Le sens de ma réponse tout à l'heure était aussi de dire qu'on a quand même du mal à faire accepter de temps en temps qu'il y a bien le gain de productivité que, effectivement, bon an mal an, on va pouvoir faire à hauteur de 1-2% par an, juste en s'efforçant de le faire. Et puis qu'il y a aussi des choses qu'il faut juste arrêter de faire. Et pardon, mais je ne connais pas la collectivité, mais se dire qu'on produit dans une interco les comptes pour 28 communes, plus l'interco sur une population dont a écouté monsieur qui n'avait pas l'air d'être celle d'une mégalopole, en fait interroge. Mais interroge parce que c'est l'entité, c'est notre organisation derrière. Voilà. C'était un peu mon point, c'est aussi que, en tout cas, voilà, travailler dans les FA depuis un moment, on a quand même du mal à faire comprendre qu'il y a bien ces deux leviers-là et qu'on a besoin des deux pour résoudre notre situation de finances publiques. Je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer. C'est pas juste en ayant plus de contraintes de productivité qu'on arrivera à résoudre l'équation de finances publiques. Alors, sur la deuxième question, elle est passionnante, elle m'intéresse beaucoup et j'ai réfléchi à ce que je peux vous dire publiquement.
Non, plus sérieusement, on provisionne évidemment, et on provisionne sous le contrôle de la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas publiques et détaillées dans le plan général de l'État. Ça, c'est un premier point. Donc il y a des choses qui sont illustrées, il y a des éléments de communication qui sont donnés, et c'est pas pour faire des mystères, c'est juste que quand même, on espère gagner au contentieux jusqu'au bout. Enfin, sinon, Mais aussi, quand c'est provisionné dans les comptes, c'est la logique. j'espère bien. Mais bon. Non, ce que je veux dire par là, c'est que sur la question des contentieux de masse est très prégnante, et elle a pris un tour politique, effectivement, mais politique au bon sens du terme, en fait, sur y compris la solidité de la norme. On avait les vœux des ministres au personnel aujourd'hui, du ministère des Finances, on a eu des félicitations appuyées des ministres qui se sont dit ça fait 3 PLF, on ne se fait pas censurer un gros truc. On a des contentieux dont on pense qu'ils vont se dénouer une année, qui ne se dénouent pas l'année en cause. Et du coup, en fait, il faut se demander comment on communique sur le fait qu'on a une exécution meilleure que prévu, et qu'en fait, c'est pas forcément pour de bons motifs, ce qu'on n'a pas envie de dire non plus, parce que le contentieux, c'est pas dénoué, donc je sais pas vous. Vous avez les mêmes. Mon point, c'est essentiel. Oui, ça existe dans le privé aussi. Exactement, vous avez les mêmes. En fait, c'est une autre forme, mais vous avez exactement la même contrainte qu'une communication financière d'une boîte d'une certaine taille. C'est sûr. Grosse taille. Mais je sais pas, ça donne envie d'être fait un stage. Comment ils font. Bien. Merci. Merci beaucoup et merci pour vos questions. Merci pour d'avoir été aussi attentif pendant si longtemps, et merci surtout à Amélie qui nous a fait un exposé magistral et extrêmement riche. Et je crois qu'on peut l'applaudir parce que véritablement. Conclure en disant que vous pourrez rentrer ce soir, donc vous avez vu un crâne d'œuf de Bercy. Merci. Le film de cette réunion, sauf si vous n'êtes pas d'accord, sera sur notre site internet et sur YouTube. Non, j'avais juste pas été prévenu, je me serais tenue, mais. Et le PowerPoint. Et le PowerPoint. Alors, le PowerPoint, Oui, mais on peut le mettre sur notre site. je vais juste me permettre de le transformer en PDF. Voilà, Mais à part ça, il y a bien sûr. Voilà. Mais Mais on va s'en PDF. on peut le mettre sur notre site. Oui, oui, mais Je vais le mettre en PDF. je vais juste vérifier. On l'a mis en langue.